Et c'est parti pour la saison 2 des législatives françaises. La saison 1 a été marquée par la dissolution, par la campagne express, par le résultat surprise du NFP, jusqu'au refus de Macron de céder le pouvoir. Et la série revient avec une saison remplie d'enjeux. Macron va-t-il résister aux assauts du NFP? Est-ce que l'alliance de gauche va tenir? Et est-ce que finalement nous allons retenir le nom de Lucie Castet? C'est ce que nous allons découvrir dans les prochains épisodes d'Actu Réfractaire. Allez, on commence par un coup politique récent, c'est la France insoumise qui menace d'engager une procédure de destitution contre Emmanuel Macron s'il ne nomme pas Lucie Castet à Matignon. Lucie Castet qui est, tu sais, la candidate du nouveau Front Populaire. Le parti politique a donné une tribune dans un média bien nommé qui s'appelle La Tribune, et donc il qualifie le refus de Macron de nommer le Premier ministre du nouveau Front Populaire comme un veto présidentiel. Il le compare au veto royal de Louis XVI. Ils annoncent ainsi que leur groupe parlementaire proposera la destitution du président Macron au Congrès, ce qui va permettre de positionner les députés entre les pro-Macron et les anti-Macron. Et ça, c'est bien pour notamment ceux du Parti Socialiste. Pour LFI, c'est un signal de résistance démocratique qui est envoyé contre l'image du président tout-puissant. Une initiative qui ne plaît pas forcément aux autres petits partis du Front Populaire. Et évidemment, le Parti Socialiste, eux, ne soutiennent pas cette menace de destitution. Ils disent que c'est infaisable et ils préfèrent la censure du gouvernement. Du côté des Verts, Marine Tondelier a tourné sa langue de bois à plusieurs reprises pour dire que la méthode insoumise n'est pas la méthode écologiste. D'ailleurs, en passant, tous les groupes parlementaires seront invités par Emmanuel Macron à l'Elysée le 23 août pour discuter de tout ça. Mais pourquoi est-ce que LFI fait ce genre de manœuvre? Comme à son habitude, Mélenchon sur son blog a explicité la stratégie. Il considère que l'initiative de LFI a eu comme résultat de radicaliser le PS qui refuse certes la destitution, mais qui parle maintenant de la censure du gouvernement, ce qui n'était pas le cas avant. Et il est possible aussi que Mélenchon veut forcer les cadres du Parti Socialiste à se positionner par rapport à Macron pour savoir qui est pour et qui est contre, histoire d'accentuer la division entre les députés qui vont aller vers Macron et ceux qui vont rester auprès du NFP. C'est aussi une tentative pour LFI de reprendre la place de premier parti d'opposition à Macron après les résultats du RN aux dernières élections et aussi face au barrage républicain mis en place lors du second tour des législatives. La demande de destitution a donc déjà des conséquences politiques et donc elle n'est pas inutile, mais par contre il y a très peu de chances qu'elle soit votée. Parce que pour ça il faut 2/3 du Congrès, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale et du Sénat, un Sénat où tu as une écrasante majorité de LR et de PS qui ne voteront pas cette destitution. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette proposition de destitution? Dis-le nous en commentaire. Allez, autre actu française, on va parler un petit peu finance. Fin de semaine dernière, les Échos nous parlaient d'une petite bombe économique dont on parle de plus en plus. Il s'agit d'une partie de la dette française qui est indexée sur l'inflation. Alors le principe de la dette, c'est que l'État émet des obligations sur le marché financier, ce qui fait que les investisseurs achètent par exemple une obligation à 100 € et qui sont remboursés petit à petit par l'État avec un taux d'intérêt. Un État qui veut investir va donc pouvoir emprunter du pognon aux riches, aux banques, aux entreprises et aux différents États qui sont présents sur ces marchés financiers. Et pour attirer des investisseurs et garantir que l'État français puisse s'endetter, ils ont décidé à partir de 1998 d'indexer environ 10% de leurs émissions de dette sur l'inflation. En gros, une dette est émise avec un intérêt de 1% sur lequel se rajoute le taux d'inflation actuel. Ce qui est une sécurité pour les investisseurs, notamment pour les banques qui achètent en masse ce genre de dette pour financer le livret A. Ce qui permet aux banques, aux entreprises, aux investisseurs de transformer leur épargne en rente sécurisée grâce à l'État. C'est ça qui est magique. Sauf que le problème, c'est que l'inflation a explosé ces dernières années, ce qui fait que les intérêts sur la dette indexée à l'inflation a aussi explosé. Pour te dire, rien qu'en 2022, le coût pour le budget de l'État du remboursement de ces prêts indexés a été de 15 milliards. Donc 15 milliards en plus pour les marchés financiers et notamment pour les banques qui ont réalisé des profits records cette même année. Donc à un moment donné, il faut peut-être arrêter de se foutre de notre gueule, non? Ce procédé-là d'endettement indexé à l'inflation, il est largement critiqué, y compris à l'Assemblée nationale. Et ça, ils en débattaient. Ils se disent, ouais, ils en parlaient, ils étaient très critiques par rapport à ça, sauf que tu as eu la dissolution. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu n'as plus eu de débat parlementaire, ce qui fait que rien n'a été décidé et que le Trésor public, la semaine dernière, a pu réémettre de nouveaux prêts indexés sur l'inflation. La question, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement macroniste démissionnaire continue d'émettre ce genre de dette? Parce que ça permet de convaincre plus de financiers d'acheter de la dette française et on a besoin pour deux raisons.
Déjà parce que l'État français doit trouver 300 milliards d'euros de dette pour boucler son budget largement déficitaire. Donc plus il doit emprunter dans les marchés financiers, plus il doit convaincre ces marchés financiers de lui donner beaucoup de pognon. Et l'indexation sur l'inflation, c'est un sacré argument. Et cet endettement, il continue. Genre juste pour le premier semestre 2024, ils ont augmenté la dette de 50 milliards. Donc c'est 50 nouveaux milliards qui ont été trouvés dans les marchés financiers. Et la deuxième raison, c'est la situation économique de l'État français qui est assez préoccupante. Fin mai, tu as une institution de notation états-unienne qui avait baissé la note de l'État français, signifiant pour eux une baisse de la fiabilité de la dette française. Et donc pour rassurer les marchés et éviter que les taux d'intérêt s'envolent, ils continuent d'indexer ça sur l'inflation en se disant que l'inflation va se calmer. Et ça, encore une fois, toujours pour assurer la rente des financiers. Ce qui fait qu'on a un système où notre État garantit via nos impôts la rente des plus grandes entreprises, banques et États du monde. C'est pas mal, hein? Vraiment, c'est les joies de la finance. Il faudra qu'on fasse des vidéos là-dessus sur le Canard Réfractaire tellement ça n'a aucun sens. Allez, pas de points abonnés pour aujourd'hui, mais si vous avez des infos locales, des mobilisations ou des scandales près de chez vous, contactez Déby sur actu@lecanardréfractaire.org. Comme ça, on pourra en parler dans notre quotidienne, mais aussi sur Canard Réfractaire. Allez, on finit avec deux brèves. Il y a un plan social qui est prévu pour la protection juridique de la jeunesse. La direction de la PJJ doit réaliser près de 2 millions d'euros d'économies et ce sont donc 500 postes de contractuels qui sont menacés. La direction de la PJJ affirme avoir répondu à des injonctions du gouvernement démissionnaire. Une intersyndicale s'est créée en réaction avec une grève qui a eu lieu le 14 août, qui a été suspendue après un début de négociation, mais qui devrait reprendre dans quelques semaines. Et on finit avec une petite bonne nouvelle. On va parler de l'intérim. C'est un type de salariat précaire où la majorité des travailleurs sont dans des secteurs avec un risque d'accident 2 fois plus élevé. Et donc Mediapart, hier, a publié un article à propos d'un décret qui a été publié le 5 juillet qui renforce la prise en charge des accidents du travail par les entreprises où bossent les intérimaires. Avant le décret, les entreprises utilisatrices n'étaient redevables qu'à hauteur d'un tiers en cas d'accident du travail et avec ce décret, la prise en charge est répartie à moitié entre l'entreprise utilisatrice et l'agence d'intérim. Votre quotidienne indépendante est terminée. Pensez à nous soutenir sur Tipeee pour qu'on puisse continuer notre travail et à partager la vidéo pour que ce format devienne un outil militant qui touche des milliers de personnes. Cette quotidienne a été écrite en partie par Maxime, elle a été montée par Monteur Décolonial et on se retrouve demain à la même heure pour votre prochaine quotidienne.